Salut les amis, salut nos chers auditeurs. Aujourd'hui, on va essayer à vous expliquer comment on fait le séquençage des protéines. Comme vous savez, un protéine, il est composé de plusieurs chaînes polypeptidiques et chaque chaîne polypeptidique est constituée par plusieurs acides aminés. La chaîne des acides aminés ou bien la chaîne polypeptidique constitue ce qu'on appelle la structure primaire. Mais la structure primaire peut se replier ou bien se spiraliser sur lui-même pour donner soit une hélice alpha ou bien une feuillet bêta. Voilà une structure de l'hélice alpha et voilà la structure bêta. Si deux chaînes ou bien plusieurs chaînes peuvent se lier entre eux pour donner naissance à ce qu'on appelle la structure tertiaire. Et plusieurs structures tertiaires peuvent se lier pour donner à la protéine ce qu'on appelle la structure quaternaire. La structure quaternaire, il est caractérisé par une forme spatiale qui est très importante pour son fonctionnement, ou bien le fonctionnement de la protéine. Puisque s'il s'agit d'un récepteur, cette structure est très importante pour la liaison de la molécule qui intervient ou bien qui se lie à ce récepteur. S'il s'agit d'une hormone, cette structure est très importante puisqu'elle va permettre à l'hormone de se lier avec les récepteurs. Et le même cas, c'est il s'agit d'un neurotransmetteur. Maintenant, on va passer à la stratégie de séquençage d'une protéine. Cette stratégie, elle est développée par Frederick Sanger, qui a pris Nobel. Les étapes de séquençage sont ainsi de suite. Premièrement, la détermination du nombre de chaînes polypeptidiques qui constituent la protéine, c'est-à-dire dans la première étape, on va d'abord déterminer le nombre de chaînes qui constituent la protéine. La deuxième étape, on va couper les ponts du sulfure. Les ponts du sulfure sont généralement entre deux acides aminés cystéines qui ont la fonction SH. S, soufre qui porte un hydrogène. On va parler de ces ponts de sulfure et comment on fait la rupture des ponts de sulfure parce qu'ils sont des liaisons covalentes qui sont très difficiles à rupturer tant qu'il y a d'autres liaisons comme par exemple les liaisons ioniques et les forces de Van der Waals. Ces deux types, les liaisons ioniques et les forces de Van der Waals, sont très faciles à rupturer, tandis que les ponts de sulfure sont des liaisons covalentes qui sont très difficiles à rupturer. Donc, pour cela, on utilise généralement des agents réducteurs. La troisième étape, la détermination de la composition de chaque chaîne. C'est-à-dire, on va faire le séquençage de chaque chaîne qui compose l'acide aminé. Mais souvent, les chaînes polypeptidiques sont très lentes. Pour cela, on fait d'abord la fragmentation de chaque chaîne en plusieurs fragments. On va travailler pour la détermination de l'enchaînement des acides aminés dans chaque fragment, puis on ensemble les données pour reconstituer la structure de la chaîne polypeptidique. Donc, après, on va déterminer la structure. Après la détermination de chaque chaîne, on va assembler les données pour avoir la structure ou bien la séquence de la protéine toute entière en déterminant l'enchaînement des acides aminés pour chaque chaîne. Donc la première étape,
il faut déterminer le nombre de chaînes. Deuxième étape, couper les pentes sulfures qui sont très difficiles à récupérer en utilisant des agents réducteurs. La troisième étape, c'est déterminer la séquence des acides aminés qui constituent chaque chaîne polypeptidique. Mais puisque les chaînes polypeptidiques sont très lentes, on va fragmenter chaque chaîne en plusieurs fragments et on va déterminer la structure de la chaîne. Puis on va faire la même chose pour les autres chaînes. Puis on va assembler les données pour avoir une idée sur chaque chaîne qui constitue la protéine. Donc on va avoir une idée sur la protéine toute entière. Maintenant on va expliquer comment on fait l'analyse des résidus N-terminaux et C-terminaux. Comme vous savez, chaque chaîne polypeptidique a une côté N-terminale qui se termine par NH2, la fonction amine, mais puisqu'on est dans la cellule qui a un pH neutre, donc la fonction est sous forme de NH3+. Et en même temps, elle a une structure une extrémité qui se termine par la fonction carboxylique COOH. Mais puisque le pH est neutre, cette fonction va prendre la forme de COO-, puisqu'il va perdre un H, tandis que la fonction amine, elle va être réduite, puisqu'il va porter un H en plus, tandis que la fonction acide carboxylique, elle est oxydée. Donc, puisque chaque chaîne a une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale, donc la détermination du nombre des résidus N-terminal va nous donner une idée sur le nombre des structures ou bien le nombre des chaînes polypeptidiques qui constituent la protéine. Donc, et la même chose pour les résidus C-terminal. C'est-à-dire on va traiter la protéine par un agent qui va rupturer la liaison peptidique de côté, la dernière liaison peptidique de côté amine, de côté N-terminal, ou bien un agent ou bien un enzyme qui va rupturer la dernière liaison peptidique de côté C-terminal. Par exemple, si on a traité la protéine par un agent qui va couper la dernière liaison N-terminale, on va avoir par exemple si on a 4 résidus N-terminal, c'est-à-dire que la protéine est constituée de 4 chaînes. Si on a 2, c'est-à-dire que la protéine est constituée de 2 chaînes, et ainsi de suite. Et la même chose si on traite la protéine par un agent qui va libérer le résidu C-terminal. C'est-à-dire que le nombre des résidus C-terminal égale le nombre des chaînes polypeptidiques. Donc, puisque chaque chaîne polypeptidique possède un résidu, c'est-à-dire un acide aminé de côté N-terminal et un acide aminé de côté C-terminal, le nombre de subunités qui constituent la protéine sont déterminés en identifiant le nombre des résidus pour le nombre de chacun des résidus terminaux. C'est-à-dire, comme j'ai dit, si on a 3 résidus N-terminaux, c'est-à-dire on a si on a 3, c'est-à-dire que la protéine est constituée de 3 sous-unités. Si on a 2, c'est-à-dire que la protéine est constituée de 2 sous-unités, et ainsi de suite. Et la même chose si on traite la protéine par un agent qui va libérer le résidu C-terminal. Maintenant, comment on va analyser
N-terminal. La première technique, c'est la réaction avec chlorure benzène qui réagit avec les acides amines. Voilà le chlorure benzène. Vous pouvez voir que ce composant chimique, il va s'associer avec NH2 ou bien la fonction amine qui se situe au niveau de l'extrémité N-terminal. Il va se fixer là et lorsque se fixe, il va y avoir la rupture de tous les liaisons après l'ajout de H3O+, il va y avoir la libération de tout ou bien la rupture de tous les liaisons peptidiques. Donc la chaîne peptidique elle est fragmentée en plusieurs acides aminés qui sont libres, tandis que cet agent chimique il va se fixer sur l'acide aminé qui se situe au niveau de l'extrémité N-terminale. Et ce qui va donner est l'association entre le benzène, le chlorure benzène avec l'acide aminé, il va donner un espèce qui est fluorescent, c'est-à-dire il va être fluorescent, ce qui facilite sa relevée. Donc, le chlorure benzène est une technique qui va permettre de fragmenter la chaîne de polypeptidique en plusieurs acides aminés, tandis que cette espèce chimique, c'est-à-dire le chlorure benzène, il va se fixer sur l'acide aminé qui existe au niveau de côté N-terminal et l'association entre cet agent chimique et l'acide aminé de côté N-terminal va nous donner un espèce ou bien un élément chimique qui est fluorescent. On va passer à la technique de Edman. C'est une technique qui est utilisée pour séquencer l'acide aminé, la chaîne polypeptidique. Cette technique se base sur l'utilisation de phényl isothiocénate, PETS. Donc voilà la chaîne polypeptidique. On va ajouter cet élément chimique PETS. Il va s'associer sur l'extrémité de la chaîne polypeptidique et dans la première étape, il va rupturer la liaison entre le dernier acide aminé et l'acide aminé qui le suit. Donc, il va s'associer avec le premier acide aminé. Si on ajoute une deuxième fois cet élément chimique, il va s'associer avec le 2. Donc, le 2, il va être libéré. Si on ajoute cet élément la troisième fois, il va s'associer avec l'acide aminé, le troisième acide aminé. On va répéter cette réaction plusieurs fois, donc on va avoir une idée sur la séquence des acides aminés qui constituent la chaîne polypeptidique. Donc, on va expliquer comment se fait la réaction. Voilà le PETS. Il va s'associer au niveau de l'extrémité N-terminale. Donc, il va se cycliser avec l'acide aminé. Ils vont donner un élément chimique qui est sous forme cyclique. C'est un dérivé thiazolinone. Donc, voilà, on a libéré maintenant le premier acide aminé de côté N-terminal et on va faire l'extraction de cet élément en utilisant un solvant organique. Puis on va déterminer l'acide aminé de N-terminal en utilisant des autres techniques. On va répéter, on va faire ajouter une deuxième fois PETS. Il va agir ou bien il va
se réagir avec le deuxième acide aminé et on va faire une deuxième extraction pour déterminer l'acide aminé et ainsi de suite. Donc on va répéter ces réactions plusieurs cycles pour voir une idée sur la séquence qui constitue la séquence des acides aminés qui constitue la chaîne polypeptidique. Maintenant, cette technique elle est automatisée, donc on va fixer cet agent, le PETS sur un solide. On va le fixer sur un membrane solide ou bien sur un support. Donc on va ajouter la chaîne polypeptidique. Dans la première étape, il va y avoir la libération de la première acide aminé et le deuxième, puis le troisième, le quatrième, cinquième, etc. Donc maintenant il est automatisé et à chaque fois on extracte l'acide aminé pour le déterminer. Donc maintenant on va expliquer les réactions enzymatiques. Les aminopeptases, ces techniques se fait en utilisant des enzymes qui vont rupturer la dernière liaison polypeptidique de côté N-terminal. Voilà le résidu ou bien l'acide aminé qui est de côté N-terminal et lorsqu'on ajoute l'enzyme, il va libérer l'acide aminé de côté N-terminal. Donc cette technique il va nous permettre de déterminer le résidu ou bien l'acide aminé qui est de côté N-terminal. Donc l'utilité des aminopeptidases et l'analyse des résidus N-terminal illimité puisque ces enzymes agissent spécifiquement sur certains acides aminés et avec une vitesse de réaction qui est très très importante puisque les enzymes sont la réaction enzymatique est très très rapide. Donc l'utilité de ces enzymes, c'est-à-dire les aminopeptidases, c'est la détermination de l'acide aminé qui constitue l'extrémité, qui est à l'extrémité N-terminale. Puisque ces enzymes vont agir essentiellement et spécifiquement sur la dernière liaison peptidique de côté N-terminal. Et la même chose, on va faire la même chose avec les résidus C-terminaux. Donc, il n'y a pas de processus comparable à la dégradation d'Edman. Pour l'analyse séquentielle des résidus N-terminal, on fait des utilisations des carboxylopeptidases, c'est-à-dire ils vont libérer l'acide aminé qui est de côté C-terminal. Donc, puisqu'ils vont agir sélectivement sur la chaîne polypeptidique, ils vont agir sur la dernière liaison peptidique de côté C-terminal, donc ils vont permettre la libération de l'acide aminé qui est à cette extrémité. Donc on va passer maintenant à la réaction chimique de l'hydrazinolyse. Voilà le polypeptide. On va ajouter NH2 dans des conditions qui sont légèrement acides, dans une température de 90 Celsius. Cette réaction nécessite un temps de 20 jusqu'à 100 heures. Donc voilà, il va y avoir la libération de l'acide aminé qui est de côté N-terminal, tandis que les autres acides aminés vont
porter la fonction hydrazine. Hydrazine, c'est-à-dire NH, NH2. Donc voilà tous les acides aminés qui constituent le cycle ou bien qui constituent la chaîne polypeptidique vont être hydrasinés, c'est-à-dire ils vont être sous forme de déshydrazine aminoacide. Tandis que seulement l'acide aminé qui existe au niveau de l'extrémité N-terminale, elle va être sous forme d'un acide aminé libre. Puisque la fonction hydrazine va se fixer sur tous les acides aminés, sauf l'acide aminé qui est de côté N-terminal. Voilà la première partie de la séquençage des chaînes polypeptidiques ou bien des protéines. On va mettre une deuxième vidéo pour terminer ce cours-là.